à tous. Je suis Annabelle Gonzalez, directrice générale adjointe à l'Organisation mondiale du commerce. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la présentation de ce rapport sur le commerce mondial de cette année, la publication phare de l'OMC. Je suis ravie d'animer cet événement aujourd'hui. L'édition dont nous parlons pour ce rapport sur le commerce mondial ne saurait être davantage d'actualité. Le rapport examine les manières dont le commerce international et le changement climatique interagissent l'un avec l'autre et la façon dont le commerce et la coopération peuvent offrir des solutions à la crise du climat. Le rapport intervient à un moment où les négociateurs pour le climat se réunissent à la COP 27 en Égypte pour se mobiliser pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le rapport que nous présentons aujourd'hui a été présenté par la directrice générale, Madame Ngozi Okonjo-Iweala, lors d'un événement de haut niveau la semaine dernière à Sharm el-Sheikh. De ce que j'ai compris, le rapport a été bien accueilli et nous allons entendre le directeur général adjoint, Monsieur Pogam, dans quelques instants. Le rapport sur le commerce mondial est un effort collectif et celui-ci ne fait pas exception. Je félicite les collègues de la division des statistiques et de la recherche économique, les collègues de la division commerce et environnement et tous les collègues qui ont contribué au rapport. Des remerciements tout particuliers aux deux coordonnateurs, José Antonio Monteiro et Anka Grou. Dans quelques instants, José Antonio et Ankai vont présenter les principales conclusions du rapport dans le détail. Rainer Lanz de la division commerce et environnement va les rejoindre. Avant de leur donner la parole, j'insiste sur les trois messages à retenir. Premier message, une mise en garde. Le changement climatique risque de faire des trajectoires croissance et prospérité connues des trajectoires plus périlleuses qu'auparavant, ce qui devrait inquiéter tous les pays, notamment ceux qui n'ont pas encore recueilli les dividendes de la participation à l'économie mondiale. Le rapport est clair, les coûts et perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales qui ont été touchés par des températures plus élevées, à un niveau de la mer qui s'élève et des événements météorologiques extrêmes. Ces coûts, ces perturbations sont de plus en plus élevés, de plus en plus fréquents. Cette année, la pire sécheresse depuis 500 ans en Europe, une méga sécheresse à l'ouest des États-Unis, sans précédent depuis 1000 ans, et la pire sécheresse enregistrée en Chine, avec des niveaux hydriques à la baisse, des transports touchés et pression sur les chaînes d'approvisionnement, sans parler de l'insécurité alimentaire aiguë dans de nombreuses régions du monde. Insécurité alimentaire liée à des événements météorologiques extrêmes et pas simplement à l'impact de la guerre en Ukraine, impact sur la disponibilité des denrées alimentaires. Alors, si nous n'agissons pas avec détermination, le commerce ne sera plus la voie vers la prospérité comme par le passé. De nombreux pays seront ainsi désavantagés, notamment les moins développés, les PEID, les pays enclavés qui ont aussi contribué le moins à la crise climatique. J'ai été frappée par le travail cité dans le rapport, selon lequel une augmentation de température d'1 degré Celsius liée à une diminution de 5,7% de la croissance à l'exportation des produits agricoles pour les pays à faible revenu, ce qui pose des questions fondamentales en termes de commerce et de solidarité mondiale. Deuxième message, et là c'est plus encourageant, le rapport est clair. Le changement climatique, c'est un défi collectif qui ne sera relevé qu'avec de grands investissements, l'accès à la technologie, à l'innovation. Si nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une croissance zéro nette pour 2050, comme demandé par l'accord de Paris, si nous devons nous adapter à un monde plus chaud, il n'y a pas d'autre solution que d'investir, que d'accéder à la technologie et à l'innovation.
Il ne faut pas se faire d'illusions quant à l'urgence de la situation. Si nous voulons être sur la bonne voie pour des émissions nettes nulles, il faut investir dans des énergies propres et il aurait fallu investir plus de 4 trillions de dollars d'ici à 2030, alors que nous sommes à 1,3 trillion aujourd'hui, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Ce qui est encourageant, et ce que dit le rapport, c'est que si les défis sont importants, il y a de grandes occasions à saisir. Nous avons un outil important à disposition qui peut avoir un effet démultiplicateur sur les investissements. Et cet outil, c'est le commerce international. Nous devons viser des emplois décents verts, un avenir libre de carbone. Et le rapport le montre. Le commerce joue un rôle important en la matière. Le commerce des marchés globalement intégrés sont essentiels pour réussir sur le plan de l'énergie renouvelable. C'est ce qui s'est passé ces dernières décennies. Nous avons cette histoire d'une chute du prix des technologies, 90% pour l'énergie solaire, 70% pour l'énergie éolienne à terre. Donc, une bonne croissance pour ce secteur. Le commerce mondial, c'est la meilleure manière d'avoir un retour sur investissement pour les dollars qui sont dépensés dans les technologies d'atténuation, d'adaptation. C'est d'autant plus important à un moment où les taux d'intérêt augmentent et où les niveaux d'endettement augmentent aussi. Et le rapport le dit clairement, aucun pays ne peut travailler seul. Il faut améliorer les politiques commerciales et s'aligner sur les engagements de l'accord de Paris. Réduire les droits, réduire les obstacles non tarifaires pour les biens, les services, les technologies, c'est la solution pour le climat, le commerce et les emplois. Mais il faut revoir les politiques commerciales pour que les entreprises puissent décarboner les chaînes d'approvisionnement, pour qu'elles passent à des modèles circulaires. C'est important parce que, comme le dit le rapport, plus de commerce, cela veut dire plus de production, de transport, de consommation, ce qui peut induire plus d'émissions et plus de déchets si nous n'avons pas des politiques ambitieuses et bien conçues pour le climat. Il faut savoir comment exploiter le rôle du commerce, comment gérer l'insécurité alimentaire dans un monde plus chaud. Il faut s'assurer que le commerce puisse se faire librement à travers les frontières. Et lorsqu'il y a excédent, il faut pouvoir se diriger vers les zones où il y a pénurie pour une bonne adaptation climatique. Troisième message, une action coordonnée, collective. Parfois, notre capacité à coopérer est entravée par des tensions commerciales, des lignes de fracture géopolitiques. Mais il faut être réaliste. Nous avons un paysage qui est de plus en plus complexe. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue le fait que si nous voulons éviter le changement climatique catastrophique, il faudra agir ensemble et non pas seul. Il faut savoir que la fragmentation, l'autosuffisance ne seront pas possibles. Ce serait voué à l'échec. Le rapport le dit clairement, l'OMC a les bases pour aider les gouvernements à mettre en place cette coopération sur le commerce et le climat, puisqu'il y a des exigences quant à la transparence, au dialogue, à l'examen par les pairs pour des négociations sous divers formats. Je suis encouragée car les membres de l'OMC utilisent de plus en plus ces instruments. Nous constatons une augmentation du nombre de mesures climatiques notifiées à l'OMC. Nous avons des discussions très vivantes au niveau de plusieurs comités de l'OMC sur les ajustements carbone à la frontière ou autres mesures liées au climat. Et nous avons des résultats concrets, tels que l'accord sur les subventions à la pêche intervenu à la 12e conférence ministérielle en juin dernier. La première fois qu'un accord OMC place la durabilité environnementale au cœur de l'activité. Si nous allons commencer. Je me tourne vers Ankai, José Antonio et Rainer pour la présentation. Nous avons d'éminents orateurs. Je vais les présenter dans quelques instants. Nous avons un vaste auditoire qui vient de partout dans le monde. Merci d'être avec nous. Veuillez, s'il vous plaît, transmettre vos questions en utilisant la fonction questions et réponses de Zoom et nous y répondrons à la fin de la séance. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Annabelle.
Comme Annabelle l'a dit, le rapport sur le commerce mondial 2022 établit ce qui se passe au niveau des politiques commerciales, de la coopération internationale. Alors, nous avons le chapitre B qui dit comment le changement climatique impacte le commerce et comment les politiques commerciales peuvent traiter les conséquences du changement climatique, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Chapitre C, comment arriver à une économie à faible teneur carbone et quelles seraient les nouvelles possibilités en la matière. Chapitre D, fixation des prix du carbone et politique en la matière. Chapitre E, comment est-ce que le commerce contribue au changement climatique, aux émissions de gaz à effet de serre et comment décarboner le commerce international et notamment le transport international. Chapitre F, le rôle du commerce lorsque l'on parle de biens et services environnementaux, comment déployer des technologies environnementales permettant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Comme l'a dit Annabelle, ce rapport sur le commerce mondial est un effort collectif. Je remercie les principaux auteurs de ce rapport. Certains sont ici présents dans la salle. Marc Bacchetta, Eddie Beckers, Cosimo Beverelli, Matteo Ferrero, Emmanuel Gahn, John Hancock, Rainer Lanz, José Antonio Monteiro, Roberta Pierre Martin, Daniel Ramos, Ankai Fu. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution et je remercie tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à produire ce rapport. Nous avons eu aussi des experts externes, des universitaires, des collaborateurs d'organisations internationales qui sont intervenus sur cette question, par exemple le changement climatique, et nous leur sommes extrêmement reconnaissants de leur contribution. De manière générale, le rapport sur le commerce mondial 2022 traite trois grandes questions. Premièrement, comment est-ce que le changement climatique impacte le commerce et comment est-ce que les politiques commerciales peuvent permettre les efforts d'adaptation au changement climatique. Deuxièmement, si le commerce contribue au changement climatique, comment faire en sorte de réduire les émissions et ensuite la coopération internationale, la coopération en vue de cette lutte contre le changement climatique. Rainer et Ankai vont parler des deux dernières questions et moi, je vais m'occuper de la première question, lien entre commerce et adaptation au changement climatique. Le rapport montre que le changement climatique va avoir des effets sur les objets du commerce et sur la manière dont le commerce se produit. Mais les politiques commerciales peuvent permettre aux pays de s'adapter au changement climatique. Le rapport le dit, les économies sont de plus en plus exposées aux crises et chocs climatiques. Comme cela a été dit par Annabelle il y a quelques instants, il y a eu des inondations au Pakistan. Un tiers du pays était sous l'eau, ce qui mettait en péril sa sécurité alimentaire dans d'autres régions du monde. Les fleuves sont au niveau le plus bas, les fleuves ne sont plus navigables. Donc, si le changement climatique se poursuit ainsi, les températures vont s'élever, le niveau de la mer va s'élever. Il y aura aussi de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes, ce qui induira des pénuries, l'endommagement d'infrastructures, ce qui va
clair que les coûts, de transport, vont s'élever. Agriculture, tourisme, secteur manufacturier, ils sont le plus vulnérables, au changement climatique. Nous avons les pays en développement, les PMA, les PEID qui sont le plus vulnérables aux conséquences, du, changement climatique. Or, ces pays, sont ceux qui ont le moins, contribué au changement climatique. Évidemment, tout cela aura un effet sur, l'avantage, comparatif de ces pays. Alors, il faut réduire, les émissions de gaz à effet de serre, mais nous le savons, les températures continuent de, monter, le niveau de la mer, continue de s'élever et les événements météorologiques extrêmes, se poursuivent et il se pourrait que certains effets deviennent irréversibles. Il faut donc, viser le développement durable. Cela devient un impératif. Il y a plusieurs manières de s'adapter aux conséquences du changement climatique. L'objectif, c'est de limiter l'impact du changement climatique tout en tirant parti de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter. Alors, il faut adapter les comportements des entreprises, des consommateurs, des gouvernements et il faut aussi modifier les infrastructures. Il faut recenser ces conséquences, atténuer les risques, recenser les vulnérabilités et pouvoir faire face lorsqu'il y a des pertes et des dommages. L'exemple typique d'une stratégie d'adaptation, ce sont des systèmes d'alerte précoces, de nouvelles assurances de nouveaux modes d'exploitation des sols. De toute façon, le changement climatique, cela continuera de coûter très cher et cela continuera de supposer des perturbations. Mais c'est là que les politiques commerciales peuvent intervenir. Il faut des exportations plus diversifiées, car lorsque l'on a des exportations diversifiées, on est moins vulnérable au changement climatique. Vous le voyez avec la figure sur votre gauche et vous avez les pays qui sont le plus ouverts au commerce à droite, qui s'en sortent le mieux. Le rapport insiste sur le rôle du commerce à diverses étapes de ces stratégies d'adaptation au changement climatique. Le commerce international, politique commerciale peuvent aider à se préparer en accroissant la résilience. Le commerce peut aider au niveau des stratégies d'adaptation indirectement en visant la croissance économique. Nous avons des ressources financières qui peuvent être affectées à des infrastructures. Deuxièmement, le commerce international peut permettre d'avoir accès à des biens et services essentiels, aliments, télécommunications, médicaments. Et sur le long terme, le commerce peut permettre de traiter la sécurité alimentaire lorsque l'on peut importer depuis des régions moins touchées. Ensuite, le commerce peut permettre la reprise. C'est Ankai maintenant qui va se charger de la deuxième question pour l'atténuation au changement climatique. Thank you very much, Jose, and good afternoon, Merci everyone. beaucoup, José. Now Bonjour à let's move to tous. the part of the report that deals with the role of trade Je in vais passer en transition to a revue low la carbon economy. partie qui traite de la transition vers une In its 90 économie à thinking, faible Japan teneur examines the
carbone. Nous avons là emissions, which le cause climate rôle change. du The commerce impact of vis-à-vis trade des on émissions. greenhouse gas L'impact emissions is du complex, both positive and commerce negative. est On the complexe. positive side, international trade Côté increases the flow positif, le of commerce usual low-emission international goods, services, permet and la compounds. diffusion de biens et de Trade helps to services et drive de down the costs of savoir-faire, renewable energy through et cela efficiency permet improvements, aussi d'abaisser les coûts de and l'énergie economies of scale. renouvelable Higher puisque l'on income dégage des countries, économies high d'échelle. income associated with trade also gives rise Les to greater demand pays for à clean revenus environment. Trade opening élevés also tend to shift resources to more peuvent productive producers, ainsi which viser also des tend to have lower carbon intensity per unit of output. techniques plus propres. Through these mechanisms, trade has Grâce à helped ces reduce carbon mécanismes, le emissions. commerce peut And permettre de figure réduire shows a les émissions sharper carbone. decline of renewable energies over the Vous past avez decade. là ce qui s'est The passé cost ces of 10 solar dernières power années. plummeted by almost Le 90% coût de in l'énergie 10 years. solaire et de The l'énergie locations of solar éolienne panels has s'est doubled since the 1980s. The cost of abaissé, electricity from onshore wind mais nous also dropped avons by le coût almost de 70% in the past decade. l'électricité A qui avait significant part of the baissé cost decline has been aussi. attributed to global value chains. Cette These baisse enabled producers to peut être improve attribuée aux efficiency by chaînes economies of d'approvisionnement scale. mondiales puisqu'il Now y a going eu back, des économies on the d'échelle negative qui side, avaient however, été trade opening générées. can also raise greenhouse Côté gas emissions, négatif, such le as the commerce production and peut transportation of products. induire de It can also nouvelles make changes in émissions the composition of specialization, which puisqu'il y can a le increase or reduce greenhouse transport. gas emissions Nous avons depending on aussi whether the country has a comparative advantage in la carbon intensity of its spécialisation et puis tout processes. dépend de si le pays A a number un of avantage regulations thus have comparatif been added ou in pas. the production and Nous transportation avons associated la with international production, trade, le accounting for transport around 30% of total emissions in et 2018. l'on These pourrait figures show penser que c'est à that peu près greenhouse 30% gases des embedded émissions. in trade has been declining since 2011. Mais depuis 2011, cette part diminue. Never mind. And the decline is sharper than the decline of trade to GDP ratio after the financial crisis. Ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé après la crise However, this does financière. not mean that if countries close borders for Toutefois, trade, cela ne veut 50% pas of carbon dire emissions would have been saved. que In a l'on puisse hopefully hypothetical situation where avoir countries moins revert to autarky, or in other words, if d'émissions they close borders for trade, domestic carbon si reductions would have to l'on ne rise in permet order plus to meet the le demand. commerce This transfrontière. De means toute that façon, il countries faudra will répondre à hold la demande large de deficits in international consommation. trade. Donc, ce n'est pas la solution. Now going to the next slide, Il y a because beaucoup d'effets trade opening positifs au shows a commerce positive role in international. international trade Le commerce carbon international mitigation, a un effet positif trade sur countries' l'atténuation policies have des taken into account émissions de countries' carbone. nationally determined contributions. Nous avons And les on the roadmap contributions for carbon déterminées au mitigation. plan national Climate et mitigation vous avez la policies feuille are de route et robust ces and they aim politiques to address the market comportent changes plusieurs in aspects. tackling climate L'on change. essaie And de they combler include les policies défaillances. such as command and L'on a control models, plusieurs market-based instruments, instruments such as carbon pricing, des instruments financial instruments, concernant le prix du and carbone, des accords incentives measures to volontaires, achieve entre autres. objectives Certaines mesures ont des require implications d'ordre cooperative commercial, coordination. mais il faut de toute This façon figure toujours shows coordonner the ces latest trade politiques. actions Vous taken avez under là the WTO. les Trade mesures partners announced notifiées in à 2020 l'OMC entre have implemented 2009 et 2020. Les membres de 3,500 trade l'OMC countermeasures. They ont explicitly address recensé et currency and notifié de foreign nombreuses exchange hedges, mesures liées à renewable l'atténuation energy. concernant les énergies Support measures renouvelables, and par technical exemple. regulations Il are y avait des also mesures de under soutien consideration et des by the mesures WTO. de réglementation technique. Finally, the report Enfin, features WTO simulation looking nous at the avons une effect of renewable energy on the simulation set of energy pour saving voir alternatives, s'il including serait solar panels, possible wind turbines, and hydrogen. In this figure, d'intervenir tariffs and reducing non-tariff barriers au include niveau green des quotas and droits carbon ou des benefits. obstacles non Intercountry trade tarifaires. exports in these products are Nous avons 5%, des close to augmentations de 109 5% qui US dollars. pourraient It could also translate to correspondre à higher trade 109 barriers. milliards de At the same dollars. time, Cela reducing trade permettrait barriers in these de expanded goods could réduire reduce les greenhouse émissions emissions by nettes de 0.6% carbone de by 2030. 0,6% d'ici This à report 2030. features two mechanisms. Nous avons One donc deux measures energy mécanismes. efficiency
On peut améliorer l'énergie renouvelable et atténuer davantage. Maintenant, je donne la parole à mon collègue qui va vous parler de la troisième question traitée. Merci, Ankai. Le principal message pour la coopération internationale, c'est qu'elle est plus nécessaire que jamais pour rendre l'action climatique plus efficace. Il faut une coopération parce que le changement climatique est lié aux biens communs mondiaux. Et nous voyons que ces émissions varient considérablement d'un pays à l'autre. Donc, ceci crée le risque que les politiques unilatérales et non coordonnées découragent l'investissement dans le bas carbone. Donc, la coopération commerciale internationale peut réduire les tensions commerciales et soutenir un environnement stable pour l'investissement et le déploiement de technologies à bas carbone. Ce chapitre couvre une partie sur la coopération et indique quelles sont les possibilités et met en avant le potentiel des accords commerciaux. Nous nous concentrons sur le rôle de l'OMC et de la et nous voyons que les biens et services peuvent faciliter l'accès aux technologies nécessaires pour l'adaptation. Ceci contribue à l'accès à l'alimentation. Les règles et disciplines de l'OMC permettent de prévenir le protectionnisme. Les membres peuvent agir sur le changement climatique, mais l'essentiel, c'est que l'objectif doit être au centre des mesures plutôt que la protection des producteurs locaux. L'OMC joue également sur la transparence et le dialogue. Elle a beaucoup d'instruments de transparence comme les notifications, le mécanisme d'examen des politiques commerciales et la base de données sur l'environnement qui accroît la transparence et permet d'avoir un dialogue avec différents comités. Un autre rôle est lié à l'assistance technique et à l'initiative Aide pour le commerce. Vous voyez ici les paiements d'aide pour le commerce entre 2013 et 2020. De grandes sommes ont été dépensées. Il y a également eu des dépenses pour l'atténuation des effets du changement climatique. Une partie est allée au secteur agricole, qui est un secteur très vulnérable. Quelques 2/3 de l'atténuation a été consacrée à l'énergie et au transport. Par ailleurs, le rapport indique un certain nombre de domaines où on pourrait en faire davantage. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises au niveau des prix et il faut renforcer le rôle de l'OMC pour la coordination et le dialogue et pour recenser les mesures possibles. Le comité commerce et environnement, le comité des obstacles techniques au commerce, le conseil des marchandises, tous ceux-ci ont un rôle important à jouer, mais il y a aussi de nouvelles initiatives comme les discussions structurées, le dialogue sur la pollution par le plastique
et l'initiative sur la réforme des subventions aux carburants fossiles. Les membres ont des discussions et ont créé des groupes de travail sur les services, les subventions. Un autre domaine où on peut en faire davantage, c'est que le rapport souligne que le commerce fait partie des solutions contre le changement climatique. Donc, les membres peuvent en faire davantage pour intégrer les politiques dans leur plan d'adaptation. On peut également renforcer la résistance des chaînes d'approvisionnement en approfondissant et en diversifiant les réseaux de fourniture et en améliorant le partage d'informations. Ceci pour améliorer la sécurité alimentaire et énergétique et pour identifier les impasses ou les goulots d'étranglement. On peut accroître les synergies entre le financement du climat et l'aide pour le commerce pour aider les pays en développement à développer des capacités résistantes au climat. La coopération pour le développement peut être plus efficace. Ceci peut permettre de modifier davantage de financement, y compris du secteur privé. Enfin, le rapport souligne qu'il faut renforcer la coopération entre l'OMC et d'autres organisations internationales. Par exemple, des données de meilleure qualité sont nécessaires pour les biens et services environnementaux. Et là, l'OMC peut renforcer sa coopération avec l'OMD. J'en ai terminé, merci. Thank you very much. Merci beaucoup de ces exposés exhaustifs. Et merci encore de ce rapport excellent. J'aimerais maintenant présenter nos trois intervenants. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui trois leaders dans le domaine du climat, de l'économie et des politiques. Le professeur Copeland enseigne à Vancouver. Il se concentre sur le commerce international et il a présenté diverses études à ce sujet. Le docteur Krishnan, Institut McKinsey. Sa recherche la plus récente se concentre sur les incidences à court terme et notamment les conséquences pour les entreprises et les pays. Et Madame Press de l'IRENA, et qui est une organisation qui soutient les pays dans le monde entier. Je remarque que nos institutions ont coopéré avec succès dans le passé, notamment dans la préparation d'une publication commune sur le commerce, l'énergie solaire et la qualité. Je souhaite également saluer le directeur général adjoint qui est avec nous à la tribune, M. Pogam. Alors, dans quelle mesure le commerce et la mondialisation ont-elles un effet sur l'intervention face au changement climatique? Merci. Comme le vice-directeur général, j'aimerais féliciter les auteurs de ce rapport. Je pense que ce rapport présente la façon dont le commerce peut être très utile pour faire face au changement climatique. Il indique comment le commerce peut présenter des difficultés. En ce qui concerne le rôle positif pour l'adaptation et l'atténuation, il y a les nouvelles technologies, l'innovation. Il faut que l'adaptation puisse avoir lieu.
Et je crois que le commerce est essentiel pour aider le monde à faire face. Il y aura certainement des tensions. Le GATT et l'OMC ont toujours voulu essayer de déréglementer, de se battre contre les subventions. Non, ici, le résultat pour le marché n'est pas bon. Le résultat du marché n'est pas bon. Il y a trop de pollution, les réactions sont trop lentes. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions publiques. Tous les gouvernements ne veulent pas agir sur le prix du carbone. Donc, je pense qu'il y aura des tensions lorsque les gouvernements décident de subventions. Ils veulent qu'elles soient destinées aux producteurs locaux. Et donc, ceci peut conduire à des tensions commerciales. Mais par ailleurs, le commerce joue un rôle utile. Si vous prenez certaines des façons dont le commerce présente des difficultés, quelques exemples. La façon dont le commerce lui-même génère du carbone par le transport. Le transport crée des émissions de carbone, mais le transport a également des avantages. Vous pouvez par exemple transporter des panneaux solaires qui ensuite vont permettre de réduire les émissions. Évidemment, les émissions émises pendant le transport peuvent être réduites. Et je crois que là, il y a des difficultés intéressantes. Donc, il faut trouver des moyens de coopérer, de réglementer les émissions. On voit que les choses changent actuellement. L'autre question, c'est, vu la réalité, qui est que les pays ont peu de chances d'agir de façon coordonnée, nous allons voir beaucoup de différences de réglementation d'un pays à l'autre. Ceci crée des fuites, et ces fuites, c'est quelque chose de préoccupant. Donc, aujourd'hui, le rapport le souligne, les preuves de ces fuites semblent montrer qu'elles ne sont pas très élevées, mais la situation va probablement se dégrader. Et les données viennent d'une époque où les prix n'étaient pas très élevés et où les gouvernements ne s'inquiétaient guère de ces fuites. Donc, des efforts doivent être faits pour réduire ces fuites. Et puis, il y a beaucoup de données concernant l'effet de réglementation sur l'environnement, sur la pollution de l'air, sur la concurrence commerciale. Ces règlements réduisent la compétitivité internationale, ce qui peut poser des problèmes. Dans le domaine de la pollution atmosphérique, les pays ont joué le jeu parce que cela fait partie des coûts permettant d'assainir l'air. Il y a quand même beaucoup d'avantages pour la santé et même si la question de la compétitivité subsiste, cela fait partie du coût. Et dans certains cas, les gouvernements sont peut-être satisfaits que des industries très polluantes partent. Pour ce qui est de l'émission de carbone, c'est à plus long terme, mais c'est beaucoup plus diffus. Si vous réduisez les émissions de carbone, les avantages sont mondiaux et pas simplement locaux. Donc, la
combinaison de besoins de politique agressive et d'un manque de coordination au niveau international signifie qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de pression pour les taxes carbone et pour lutter contre les fuites. Il n'y a pas que la question du mécanisme pour cibler les émissions, parce que le problème, c'est que si vous réduisez vos émissions, elles risquent d'augmenter ailleurs. La principale question, c'est la viabilité politique de ces mesures. S'il y a des fuites, il sera plus difficile politiquement d'avoir une réglementation. Donc là, il y a un rôle potentiel pour l'OMC. Lorsque vous parlez d'ajustement carbone aux frontières, vous parlez d'obstacles aux importations. Donc, il y a une tension et peut-être qu'il faut soutenir une politique carbone. Donc, idéalement, il faudrait un système fondé sur des règles et une certaine coopération pour voir comment certaines mesures seraient souhaitables. Et là aussi, l'OMC peut jouer un rôle utile dans la transition vers un monde à plus faible émission de carbone. Merci beaucoup, M. Copeland. Monsieur Krishnan, je me tourne vers vous. Votre travail se concentre sur le rôle du secteur privé pour atténuer le changement climatique et pour s'adapter aux conséquences. Comment est-ce que des risques croissants ont-ils une influence sur l'organisation des chaînes d'approvisionnement mondiales? Merci. Je suis très heureuse d'être ici. Comme l'a dit le professeur Copeland et d'autres, c'est une contribution essentielle à ce stade du débat. Et cela tombe à pic puisque c'était pendant la COP. Et je me félicite de la façon très nuancée dont le rapport traite cette intersection. Il y a des défis, mais aussi des perspectives. Et le rapport aborde les deux. Ce que je voudrais faire, c'est faire quelques remarques brèves à propos de cette intersection du commerce et du changement climatique et de la décarbonisation. Je voudrais aussi parler des recherches futures que nous allons publier le 16 à propos de la nature changeante de la mondialisation. Nous allons lancer un document de discussion le 16 et une étude plus complète l'an prochain. Alors, le professeur Copeland a dit quel était le rôle que pouvait jouer le commerce dans le domaine climatique. Moi, j'aimerais dire comment les questions liées au commerce influencent le commerce. Il y a deux éléments. D'abord, le rôle que les risques physiques jouent et deuxièmement, l'effet sur le commerce et sur les chaînes d'approvisionnement. Alors, comment les risques physiques influencent le commerce dans un monde qui se réchauffe? Nous voyons des risques croissants de manifestations, d'événements aigus et d'événements chroniques.
Donc, ceci peut avoir une influence sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a d'abord la viabilité de certains domaines de production, comme l'agriculture, notre capacité à produire certaines récoltes. Donc, il y a une viabilité changeante et puis aussi la réduction de la productivité. Par exemple, quand la température s'élève, troisièmement, les perturbations dues à des événements aigus comme des inondations, des ouragans, et ceci peut créer des pénuries. Et ensuite, les effets du changement climatique sur le niveau, par exemple, des rivières, et ce qui peut directement nuire aux échanges. Donc, il y a des problèmes comme les ruptures de transport, notamment. Mais différents types de chaînes d'approvisionnement peuvent connaître différents effets. Par exemple, une chaîne spécialisée, plus l'impact est grave en amont, plus il sera grave en aval, parce qu'il risque d'y avoir des pénuries. Donc, les dommages en amont peuvent avoir des effets en aval. Il n'y a pas qu'un intervenant en aval qui peut être touché, mais plusieurs. Par exemple, si les prix augmentent rapidement. Et puis, il y a différents types de répercussions sur les intervenants en aval. Par exemple, si on a un scénario d'émissions élevées, et si l'on voit des conséquences en 2030-2050 sur la production alimentaire. Comme l'indique le rapport, la production de riz, de blé sont concentrées dans 5 ou 6 zones du monde. Et si plusieurs de ces zones ont des problèmes simultanés, on peut dire ça, pour nous, cela serait par exemple une perte de récolte dans 15% des zones de production. Ce sont des risques réels qui sont déjà intégrés au système. Donc, le commerce a des répercussions ou subit des répercussions du changement climatique. Donc, la réponse doit être de se retirer du commerce. Mais nous considérons que ce n'est pas une bonne réponse. Et la concentration en soi n'est pas une bonne ni une mauvaise chose. Ce sont les deux faces de la même pièce. Aucune région du monde n'est autonome. Partout, les pays sont interdépendants. Chaque région importe plus de 25% de ses besoins pour l'industrie manufacturière. Donc, ce retrait du commerce n'est pas viable et n'est pas souhaitable. Donc, il faut voir autrement le commerce pour répondre à ces risques physiques. Première remarque. Deuxième remarque, la transition zéro net pourrait modifier les échanges, que ce soit pour les importations, que pour le rôle des services financiers, services de comptabilité carbone, et une pléthore d'échanges
en biens et en services pourraient en découler. Alors que nous lançons cette transition, ceci peut avoir des conséquences sur le commerce. Je dirais qu'au début, il faut lutter contre les risques liés au changement climatique. D'abord, il faut réfléchir à sa propre organisation et voir comment créer une résistance des organisations, comment décarboner l'activité commerciale. C'est là-dessus que les entreprises se sont concentrées. Souvent, on a créé davantage de transparence et de sensibilisation. Et donc, les entreprises ont créé cette transparence. Ensuite, il faut commencer à se concentrer pas simplement sur le propre fonctionnement, mais sur les chaînes d'approvisionnement en général. Les entreprises se rendent compte que plutôt que de se retirer du commerce, il faut investir dans la résistance des chaînes d'approvisionnement pour gérer les risques. Donc, les entreprises essayent de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement pour créer davantage de résilience. Donc, il y a toute une série de mesures à prendre. Et ensuite, les entreprises participent à l'écosystème en partenariat avec d'autres organisations, avec le secteur public, avec des institutions comme l'OMC. Et comme l'a dit mon préopinant, la nature de ces difficultés exigera une coordination et le PPP sera essentiel. Par ailleurs, il faut un multiplicateur. C'est très important quand on parle de l'intersection commerce et climat. Il y a toute une série d'autres politiques pour faire avancer la durabilité. Mais le commerce peut jouer un rôle multiplicateur. Il faut réimaginer l'aspiration pour le commerce au service de la durabilité. Merci. Merci, Madame Krishnan, de ces remarques. Je me tourne maintenant vers Madame Press. Irena est en pointe des efforts pour soutenir les pays qui adoptent des technologies bas carbone. La transition à vers une économie mondiale faible carbone va créer beaucoup de perspectives pour les pays développés et en développement. Mais il faut également investir dans les énergies renouvelables. Quel est le rôle de l'innovation et de la technologie dans cette transition? Et quelles sont les difficultés pour les pays en développement? Merci. Je suis en Égypte à une conférence privée au bord d'une route, donc vous entendrez certainement beaucoup de bruit. Malheureusement, les interprètes entendent très très mal cette intervenante. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, malheureusement, la qualité du son ne permet pas à l'interprétation de continuer. And it is very encouraging to see how many organizations this year are going a little bit further rather than just a clear mitigation adaptation conversation that they traditionally had at COP. So let me zoom in on the question. And obviously I'm coming from the energy sector that permeates throughout the economy.
and touches upon so many aspects Il y a énormément d'aspects climate effort. And in some ways, abordés. the movement that we see towards zero is very much enabled by the innovation in technology because Ce que nous voyons est renewables give the courage to many accompagné make par la commitments technologie and to launch into the net zero thinking because of the solutions that came et through few decades of innovation around, especially il y a eu 2 décennies d'innovation that made it cost effective. And just recently, et in Saudi récemment, Arabia, we came en down to Arabie 1 cent per saoudite, power generation. So that which is on est really arrivé à produire below any pour 1 node centime today. le So we kilowattheure. have a cost-effective technology solution. Donc, And un très bon so rapport what we see is that until now, in coût. the last 5-6 years, Et renewables have been the majority depuis of new 5 ou power 6 ans, additions. So last year, les it was about les 70 gigawatts added to a global system, l'énergie and about renouvelable 80% was renewable. But a pu atteindre jusqu'à coming to your 80 question of developing mais countries, when you look where these technologies pour are ce qui est des deployed, pays they're en largely deployed développement, in ces the global north, technologies together with China and India. They are obviously the two leaders in the global south. But we see really geographical limitations in where these technologies are deployed. And earlier this year, Arena launched this report on Africa, on Et analysis of Africa. And nous avons une it analyse was de really, marché pour personally, I was really l'Afrique. taken aback. In 2 decades, about Ce qui est 3 surprenant, trillion c'est were de invested voir que in nous avons renewables 3 globally. And trillions of qui ont that, été investis dans 60 l'énergie billion in renouvelable, Africa, where we know that 60 the business milliards need and funds of uniquement pour production l'Afrique, assets and the development alors sustainable que nous development. savons Really, there's a que real nous visons le fundamental développement issue durable. in how C'est une question technologies are fondamentale, la question de savoir distributed, diffused in the global south. comment And there's diffuser les a nouvelles few issues. technologies One is an obvious one. dans le Finance, Grand there's Sud. finance, and there's Nous disons it's toujours very que much linked to les ressources financières sont limitées, frameworks que and nous avons des high risks cadres associated with it, right? réglementaires et So des that's the risques challenge for the private sector to importants, ce qui go fait que pour le into some secteur of these privé, areas. The second il est part is difficile business d'intervenir, model is still it's mais very nous avons different. We are looking un at how modèle to raise the qui peut profits. être So the différent. profitability of these projects is La also rentabilité not de ces attracting the scale projets n'est pas necessary. And we see toujours a recent change with très attrayante. hydrogen because obviously this is with a larger scale. So there is a more Les more interprètes challenge around signalent that. que le son est extrêmement mauvais et ne permet pas une interprétation fidèle. Around the project pipelines and Nous avons whether we can divers projets qui sont déployés. ability of these projects to come. L'important est évidemment de savoir si ces projets peuvent être Not very difficult issues to overcome. à terme rentables. Donc certes, il y a des difficultés, c'est indéniable. Il faut de nouveaux modes de pensée, de nouveaux modes pour fonctionner. On veut remplacer les combustibles fossiles, mais nous avons aussi la question des importateurs nets. Alors, est-ce que le potentiel peut être exploité pour arriver à l'autosuffisance? Ce qui est sûr, c'est que d'ici à 2050, il va falloir innover. Je pense que les combustibles seront toujours là, mais que c'est le mix qui va évoluer. C'est le mélange, plus ou moins d'hydrogène. Est-ce qu'on va arriver à 20 en 2050? La question est posée. Ce sont des changements de paradigme qui s'imposent. Nous allons peut-être avoir la possibilité de travailler de manière plus inclusive et l'économie mondiale sera peut-être plus inclusive. Mais on ne peut pas se contenter de parler de technologie et de
développement. Si la technologie convient pour le nord, elle convient aussi pour le sud. Donc, il faut l'innovation pour le sud aussi, mais une innovation qui convienne. Il faut utiliser les énergies renouvelables. Le marché est énorme. L'important, c'est d'avoir des incubateurs, c'est d'avoir des pépinières et de faire en sorte que les entrepreneurs puissent innover. Ça se produit déjà, mais souvent tout est centralisé et ensuite il faut un autre tremplin pour arriver au niveau mondial. Donc on peut faire la différence au niveau du Grand Sud, mais ensuite encore faut-il avoir accès au Nord. Nous parlons d'énergie renouvelable, mais il y a aussi les matières premières. Je crois que le premier intervenant en a parlé. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il faut voir quel est l'impact sur l'environnement, quel est l'impact pour la société et ce qu'en a retiré l'humanité. Mais il faut le faire en amont. Donc, je pose cette question de la production et de l'exportation des matières premières. Il faut travailler de manière proactive. Il faut réfléchir aux volumes qui sont nécessaires et se positionner sur les chaînes d'approvisionnement de manière à avoir une empreinte moindre. Dernière remarque à ce stade sur la question de l'intégration des structures. On ne peut pas travailler au XXIe siècle en silo. Nous devons repenser les structures et travailler de manière transversale. Et je crois que le rapport le dit, mais il faut continuer de travailler de manière transversale pour arriver à un monde qui soit plus inclusif. Je vous remercie. Merci, Madame Press. Maintenant, je m'adresse à vous qui êtes dans la salle, à vous qui êtes à distance. Avez-vous des commentaires, des questions? Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir ici dans la salle? Non? Alors, je m'adresse à ceux qui sont à distance. Première question. On nous dit merci pour ce rapport très éclairant et cette discussion. Comment est-ce que le commerce des produits pharmaceutiques sera impacté par le changement climatique et quelles seront les tendances qui vont se faire jour à l'avenir? Merci de votre question. José Antonio Rainer Ancay, qui souhaite répondre? Merci. Merci pour cette question. Ce n'est pas une question que nous traitons expressément dans le rapport. Nous avons dit que l'une des conséquences du changement climatique, c'est la survenue de nouvelles pathologies, pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux et les végétaux. De toute évidence, et nous l'avons vu avec la pandémie, le commerce a un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de donner accès aux médicaments nécessaires lorsqu'une nouvelle maladie apparaît. Ankay, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Merci pour cette question. José vient de le dire, le rapport ne traite pas expressément de la santé publique ou des médicaments.
Mais avec une humidité plus forte, on pourrait avoir une diffusion transfrontière accrue des maladies, d'où cette nécessité d'innover sur le front des produits pharmaceutiques et d'où la nécessité d'avoir ce commerce pour tout impact sur la santé publique. Merci, José. Merci, Ankai. Si nous n'avons pas d'autres questions depuis la salle à distance, je me tourne vers mon collègue directeur général adjoint Jean-Marie Pogam pour des remarques de clôture, pour nous faire part de vos réflexions. Non sans avoir remercié les intervenants de leur contribution. Jean-Marie, c'est à vous. Je vous remercie, Annabelle. Bonjour à tous. Merci aux auteurs du rapport. Merci aux intervenants qui nous ont fait part de leurs commentaires. À Sharm el-Sheikh, notre directrice générale, la semaine dernière, a présenté le rapport à la COP 27 et le message central a été très bien accueilli par les participants, je crois pouvoir le dire, et nous le reprenons à notre compte. Message central selon lequel pendant trop longtemps, le commerce était la pièce manquante du puzzle dans la lutte contre le changement climatique. La discussion d'aujourd'hui montre clairement qu'ici, à l'OMC, nous voulons que l'organisation apporte sa part de solution. Cela a été dit par le professeur Copeland, par Mme Krishnan. Nous ne gagnerons pas la lutte contre le changement climatique au détriment du système de commerce international qui ne doit pas être fragmenté. Il faut gérer les risques. Le rapport montre bien que les politiques de fixation du prix du carbone sont fragmentées. Nous avons 17 régimes en place et cette fragmentation a un coût pour les entreprises qui respectent les politiques. Cela peut aussi induire des tensions. Pour atténuer ces risques, il faut se coordonner au niveau de ces politiques et prendre des mesures ambitieuses. Et il faudra donc de la coopération, de l'harmonisation. Nous sommes face à cette fragmentation parce qu'il y a prolifération d'initiatives, de normes de définition, de seuils pour cette décarbonation du secteur. La fragmentation, c'est un problème dans ce contexte. Nous avons trop de normes qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, d'où cette confusion qui règne, cette incertitude et des coûts plus élevés lorsque l'on cherche à décarboner. Cela peut aussi induire des tensions entre partenaires commerciaux. Il ne faut pas éluder le problème, voir les fuites et voir les craintes quant à un protectionnisme déguisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'OMC est déjà le forum international unique en son genre qui permet la coordination des politiques en matière de carbone et qui peut aborder ces tensions. Nous pouvons utiliser notre avantage comparatif au sein de cette maison pour discuter d'ajustement à la frontière et avoir cette compétitivité au XXIe siècle. Nous avons l'accord OTC qui promeut la transparence, l'harmonisation pour l'activité normative. Ainsi, nous aurons l'alignement et la comparabilité entre les normes, ce dont nous avons tant besoin pour décarboner l'industrie. Nous sommes disposés à permettre la discussion entre les membres de l'OMC ainsi qu'avec les autres organisations internationales, FMI, OCDE et d'autres, pour faire avancer la discussion sur la nécessité d'avoir une compréhension commune du problème et sur la nécessité d'avoir une approche harmonisée. Deuxième message, la coopération internationale au niveau du commerce peut étayer cette lutte contre le changement climatique, et ce sur les deux fronts.
atténuation et adaptation. Et là, je serai bref sur le front de l'atténuation. L'objectif est de réduire la contribution du commerce aux émissions mondiales de carbone. Alors, pour décarboner, il faut faire beaucoup au niveau de la logistique, du transport et la décarbonation du transport maritime, par exemple, est une initiative qui est menée par l'OMI. Si nous voulons tirer parti du commerce pour décarboner toutes les activités économiques y relatives, le rapport le montre, nous avons des politiques commerciales traditionnelles simples, comme les droits à l'importation, qui peuvent être évités pour des biens à forte teneur en carbone. Et ainsi, il est nécessaire de rétablir l'équilibre. Sur l'adaptation, nous l'avons vu cette année, il y a urgence. Nous avons eu ces inondations au Pakistan, les sécheresses dans la Corne de l'Afrique et ailleurs. Le commerce est vital si nous voulons renforcer notre résilience. Il faut promouvoir l'accès aux technologies, créer de nouvelles opportunités pour aider les pays à s'adapter, ce qui a été dit par mes collègues. Le commerce joue un rôle essentiel pour une transition juste vers une économie à faible carbone, en soutenant le développement, l'accès et le caractère abordable des technologies climatiques par une augmentation de la taille du marché, la concurrence et une augmentation des économies. Et on a bien vu que le coût à la baisse des panneaux solaires depuis 30 ans est lié aux économies d'échelle grâce au commerce. Troisièmement, beaucoup de choses doivent être faites pour améliorer la coopération internationale dans le domaine du commerce et du changement climatique. Beaucoup d'efforts doivent encore être faits pour, comme l'on dit, éviter de travailler en silo, donc de façon isolée. Les derniers rapports du GIEC et les discussions de la COP27 montrent que nous devons tous nous mobiliser. L'accord de Paris se fonde sur des efforts du bas vers le haut de chaque pays. Un message essentiel du rapport qui a été présenté à la COP27, c'est que le commerce et les politiques doivent être intégrés dans les NDC. Et l'OMC peut beaucoup faire parce que le travail que nous faisons donne déjà des indications claires sur ce qui peut être fait. Quelques 4600 mesures notifiées à l'OMC depuis 2009 visent à contribuer à l'action climatique. Il s'agit de droits, d'impôts, de réglementation, mais aussi de mesures de soutien. La question est de savoir comment tirer parti de cet élan pour obtenir des résultats concrets. Pour conclure mes remarques, l'OMC, avec ses règles commerciales et ses membres du monde entier, peut aider, peut jouer son rôle et contribuer à lutter contre le changement climatique. Plusieurs de nos membres ont déjà commencé et nous espérons que les conclusions du rapport permettront à nos membres de faire avancer le débat. Ceci étant dit, j'aimerais remercier une fois encore notre division, la division environnement et commerce, de ce rapport excellent. Il n'a été possible que grâce à la contribution de bien d'autres collègues au sein de l'organisation. Donc, je les remercie aussi. Et je n'ai rien à ajouter. Merci à tous.